Bien, alors je vais parler en français, les diapos sont en anglais, hein. J'espère que ça arrivera à satisfaire un peu tout le monde. Je vais vous présenter des résultats récents, essentiellement tirés de la thèse d'Alejandra Slachter, avec la collaboration des 4 personnes indiquées ensuite. Je suis le dernier dans la liste et je dirige un labo à l'EPFL à Lausanne. Et comme vous voyez, ce travail a été sponsorisé par le Fonds national de la recherche suisse, qu'il soit remercié. Bien, je vais donc vous parler d'oxyde, un peu d'oxydation, mais d'une oxydation un peu particulière qui est celle qui est pratiquée dans l'élaboration de l'acier, sachant que l'acier contient dans son état brut de production de l'oxygène, dont on cherche à se débarrasser parce qu'il produit entre autres une effervescence, comme on dit en français, donc une émanation de bulles, en fait, de CO, qui, pour être évitée, entraîne le fait que l'acier doit être, comme on dit, calmé, c'est-à-dire qu'on injecte dans l'acier certains éléments dont l'affinité pour l'oxygène est plus forte que celle du fer, faisant que l'on précipite des petits oxydes. Et ces oxydes sont appelés des inclusions. Ces inclusions peuvent prendre une variété de formes, leur chimie peut prendre une variété de formes aussi, sachant qu'on ajoute toute une série d'éléments possibles, l'aluminium qui est souvent utilisé, manganèse, calcium, silicium et d'autres éléments. Encore une fois, il faut qu'ils soient vers le bas du diagramme d'Ellingham, plus bas que le fer, et c'est bon, on arrive à former des oxydes. En général, ces oxydes ne sont pas des choses dont on veut. Il y a quelques exceptions. Il s'avère qu'ils germinent la ferrite et ça a entraîné tous ces travaux très intéressants sur l'affinage de la structure des aciers en utilisant ces petits oxydes. Mais en général, les inclusions sont des phases indésirables dont on cherche à minimiser la présence pour en minimiser l'influence, en particulier sur la germination, par exemple, de fissures en fatigue dans les aciers, en particulier les aciers à roulement, mais aussi de façon plus générale. Alors, on s'est lancé dans une étude où on se fixe pour but d'essayer de mesurer à l'échelle locale, certaines propriétés mécaniques de ces inclusions, à savoir, par le biais d'essais micromécaniques du type de ceux que Marc vous a montré, de mesurer la rigidité et la dureté de ces secondes phases, et ce par des méthodes de nano-indentation à peu près classiques, j'en dirai quelques mots. Et aussi, c'est un peu plus difficile, mais on y est arrivé avec la silice, leur résistance mécanique locale. Alors, comment est-ce qu'on les produit? On les produit par oxydation interne, c'est-à-dire en fait un peu comme on le fait quand on produit de l'acier, en prenant du fer contenant de l'oxygène. Cet oxygène vient tout simplement de la couche d'oxyde qui recouvre les morceaux de fer que l'on fond dans un four à creuset froid. Je vais expliquer ça dans une seconde. Et on rajoute donc à ce fer contenant de l'oxygène un peu de préalliage de fer avec les éléments préoxydants, les éléments oxydants que l'on veut utiliser, par exemple ici, du silicium pour former donc de la silice in fine. Mais on peut changer aussi la chimie en rajoutant, c'est plus difficile, du calcium, de l'aluminium, du manganèse, etc. L'appareil est ce qu'on appelle en anglais un cold crucible apparatus. C'est un four à induction au sein duquel, dans une enceinte à atmosphère contrôlée, repose l'échantillon que l'on va fondre en contact avec du cuivre lui-même refroidi à l'eau et façonné de façon à ce que ce soit l'échantillon et non le cuivre qui suscepte sous l'influence de la bobine d'induction. Et la raison pour laquelle nous utilisons ce type de creuset, typiquement utilisé par exemple pour les métaux très réactifs comme le titane, est pour éviter qu'aux températures de fusion du fer, donc en excès de 1536 degrés C, il y ait des réactions entre les creusets généralement en oxyde, sachant que le graphite bien sûr n'est pas permis, et les éléments oxydants qui vont former des oxydes donc que l'on rajoute. Typiquement, on s'est rendu compte, si on fait fondre du fer dans de l'alumine, pourtant relativement inerte, on retrouve un peu d'aluminium dans le fer. Donc on a utilisé cette technique, on a aussi utilisé quelques autres méthodes, mais c'est celle-ci qui est utilisée pour les résultats que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Ça, c'est un échantillon dont le fer a été dissous progressivement par attaque chimique, et on trouve, quand on regarde de ci de là, des petites particules ou des amas de particules d'oxyde qui peuvent prendre toute une série de formes, assez intéressantes d'ailleurs,
mais aussi souvent une forme, et en particulier avec la silice, la forme de petites sphères. Donc il y a une certaine proportion non négligeable de ces inclusions qui, dans les échantillons que l'on produit, prend la forme de petites sphères. On obtient cela avec la silice, on obtient ça avec d'autres compositions, je vais me focaliser aujourd'hui sur la silice, mais avec par exemple des oxydes mixtes de calcium, d'alumine et de silice, ou de silice et de manganèse, on peut trouver aussi des sphères, donc qui au moment où elles se sont solidifiées étaient liquides, vraisemblablement, et peuvent même former des structures à multiphases. Et on obtient ainsi dans un échantillon, sachant que la composition des oxydes n'est pas uniformément la même au sein de chaque petite goutte centimétrique d'échantillon que l'on produit, on peut obtenir, par exemple, si on met à la fois du silicium, du calcium et de l'aluminium, une série de compositions d'oxydes au sein du même échantillon, ce qui permet bien sûr d'étudier par caractérisation d'une série de ces inclusions les variations de leurs propriétés, dureté et modules relatifs en fonction de leur composition. Pour le restant du propos de ce jour, je vais me focaliser que sur la silice, donc la composition SiO2, avec laquelle on obtient des échantillons contenant des petites sphères qui initialement qui sont les transformés de ce qui initialement étaient des petites particules d'oxyde de fer, qui après ajoutent donc du silicium, vous donnent de la silice, dont la composition vérifiée à l'analyse chimique sur le microscope électronique s'avère bien être du SiO2, bien propre, bien comme il faut. Il suffit de rajouter suffisamment de silicium pour qu'on n'obtienne pas des oxydes mixtes. Bien. Alors, on les caractérise par nano-indentation, ce qui n'est pas très intéressant pour la silice, mais la méthode est intéressante et je vais vous la présenter. Et pour le restant de la présentation, je vais parler de la résistance mécanique, donc des particules de silice. Alors, comment pratiquer de la nano-indentation sur une particule qui elle-même est contenue au sein d'une matrice dont les propriétés ne sont pas celles de la particule, sachant que l'on ne veut que les propriétés de la particule. La nano-indentation, technique riche que nous connaissons probablement toutes et tous, repose sur la mesure, non seulement de la courbe de charge, mais de la courbe de décharge, et par une série de calibrations, la déduction tant de la dureté que du module relatif de la phase caractérisée par une méthode, celle de George Farr ou d'autres, mais la dernière étant, ou celle-ci étant celle qui est le plus souvent pratiquée et que nous allons aussi utiliser ici. Alors le problème vient du fait que si l'on indente une particule ou une phase qui n'est pas homogène, dans un échantillon qui n'est pas homogène, mais qui est une petite particule contenue dans une matrice de modules différents, le module apparent de ce qu'on indente, du fait de la complaisance différente de la matière qui entoure la particule, sera différente de celle du matériau s'il était monolithique. Et cela affecte donc la courbe de décharge, en particulier donc la complaisance de l'ensemble et donc la courbe de décharge, et par ce biais, tant la mesure du module que la dureté, parce que ça influence aussi la mesure que l'on a de l'air relatif de l'indentation. Donc, il faut corriger la chose. Alors, on s'est penché sur la question, bien évidemment, dans le cadre de cette étude pour arriver à caractériser nos inclusions, et on s'est inspiré d'un papier publié par LEGO, qui s'était penché sur la même question en tentant de mesurer en arrivant d'ailleurs à mesurer les modules de particules de céramique dans un composite à matrice métallique. Et les valeurs que l'on obtient, ce qu'il a proposé, c'est de décomposer le problème en indentation de la particule, et 2, indentation de la matrice par la particule, en considérant la particule comme étant elle-même un indentateur. Et donc de traiter l'incrément de complaisance que l'on obtient du fait que la matrice entoure la particule comme étant le résultat d'une indentation supplémentaire de la matrice par la particule traitée comme indentateur. Et avec cela, on a testé cette hypothèse, on a simulé donc par élément fini 3 cas de figure. Le premier cas de figure, une sphère qui est coupée de façon aléatoire par la surface de polissage, un cylindre
et une sphère dont l'interface matrice céramique est glissante, donc qui ne comporte pas de résistance au cisaillement. Et le résultat est ici. Donc le résultat est que l'on obtient en fonction donc du contraste qu'il y a entre la rigidité de la particule contenue dans la matrice et la matrice, une relation linéaire en fonction de cette quantité-là que l'on obtient après adimensionnalisation de l'incrément de complaisance, en fonction de la profondeur relative à laquelle la particule est enfoncée dans la matrice. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme dit, c'est linéaire, et on peut donc obtenir, alors en fonction du contraste, une relation linéaire avec une pente qui est caractéristique donc de cette géométrie simulée pour chacune de ces valeurs de contraste, ici avec 0,1, donc une particule qui est peu enfoncée, là avec une particule qui l'est nettement plus. Idem pour les deux autres géométries. Et si maintenant on extrait la valeur alpha, on conclut qu'elle dépend en fait assez peu de la géométrie. Elle varie avec l'interface. Ceci est en fait normal si l'on y réfléchit. Si l'interface glisse, passé une certaine profondeur, la particule se comporte un peu comme un cylindre. Mais si on revient, cette valeur alpha donc est caractéristique de la géométrie au niveau de l'enfoncement, donc de l'aspect du rapport donc profondeur-diamètre, mais pas très dépendante de la géométrie, en tout cas si on considère les deux cas du cylindre et de la sphère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que si vous mesurez la dureté si vous enfoncez un indentateur dans une particule dont vous ne voyez que la surface émergente le long d'une surface de polissage, vous ne saurez pas où vous allez vous trouver. En fait, vous pouvez vous trouver sur n'importe laquelle de ces valeurs de alpha et vous aurez donc une dispersion énorme de valeurs, ce que l'on observe. La deuxième conclusion que l'on peut en tirer, c'est que si l'on suppose que le plan de coupe est aléatoire, on peut prendre une valeur moyenne de alpha. Et vu que, en tout cas pour le cylindre et la sphère, on n'a pas trouvé une grande différence, on peut espérer que l'on tombe par moyen-âge sur une valeur qui est en fait relativement proche de la réalité. Alors nous l'avons testé avec deux cas de figure, les sphères de silice dans du fer, matrice à module plus élevé que la particule, et de la brisure de petites plaques de verre, en fait des plaques de microscope, dans de l'époxy où le contraste de phase est inverse. On a caractérisé le verre, donc des petites plaques de microscope. Ici, une référence en silice pur. Vous noterez que les valeurs dépendent un peu de la profondeur d'indentation, ce qui est intéressant pour quelque chose qui est utilisé pour calibrage. C'est en fait attendu vu l'influence de la vapeur d'eau. Et si ensuite on mesure donc les particules de verre brisées dans l'époxy ou les inclusions de silice dans le fer, on trouve une grande dispersion de valeurs. Et cette dispersion de valeurs après correction persiste, mais le fait intéressant est que la moyenne des valeurs corrigées correspond à ce qui est mesuré sur la phase non perturbée par la matrice. Donc nous avons là une méthode de caractérisation tant de la dureté que du module relatif de particules, et nous sommes en train de l'utiliser maintenant sur des particules dont la composition dévie de celle de la silice pour prendre toute une série de valeurs, par exemple ici ce qu'on obtient en faisant varier la quantité d'aluminium et de calcium. Et j'arrête là pour me focaliser maintenant sur la résistance mécanique que nous sommes parvenus à mesurer en nous inspirant de travaux qui avaient précédé lors d'un autre projet sur les inclusions de silice. Et je dis bien de silice seul parce que la méthode utilisée, en fait, a le risque, nous ne le savons pas, mais a le risque de modifier les propriétés en surface de particules d'autres oxydes. Donc, nous ne l'avons utilisé à ce jour qu'avec la silice. Alors voilà les particules, qu'est-ce qu'on fait? On dissout un peu la matrice de façon à ce que les petites sphères émergent. Ensuite, avec le faisceau d'ion, on creuse une entaille dans la particule, on incline le plan de façon à arriver avec le même indentateur FemtoTools dont avait parlé Marc, à appuyer sur la particule et la déformer, tout en mesurant la force avec laquelle on appuie sur la particule. On mesure aussi la force latérale, l'indentateur en est capable, et on fait cela jusqu'à ce que, je vais accélérer la chose, jusqu'à ce que la particule casse, et avec ça, si elle a le bon goût de casser,
on peut mesurer une contrainte à rupture locale à l'endroit où la contrainte était de traction. Et l'endroit où la contrainte était de traction, vous l'avez deviné, est le long de sa surface externe. On calibre tout le train d'essai avec une particule entière, on simule l'ensemble par élément fini, faisant une simulation par particule. Ça paraît un peu fou, mais en fait, on passe moins de travail à faire cela qu'à préparer l'échantillon pour l'essai. Une petite nuance, c'est qu'il y a une concentration de contraintes le long de la surface, le long de l'intersection entre la surface libre de métal et la particule. Pour ça, on la bouge parfois artificiellement dans les essais. C'est un détail, mais on arrive ainsi à mener en parallèle simulation de l'essai et essai. Et par ce biais, mesurer là où elle est maximale, la contrainte à laquelle l'échantillon a cassé, si tant est que l'échantillon casse, ou sinon la contrainte maximale atteinte par l'échantillon. Alors, les valeurs que l'on obtient, premier point, ne sont pas influencées par le faisceau d'électrons. On a mené quelques essais sans le faisceau d'électrons, donc à l'aveugle, et on n'a pas vu de grands changements. Vous noterez que pas mal des particules ne cassent pas. Vous noterez que les contraintes à rupture sont assez variables, mais surtout que les déformations qui leur correspondent, ici, ce ne sont pas des pourcents, ce sont des valeurs extrêmement élevées. C'est du 14% là, pour une céramique. Et on est près donc de la limite théorique de rupture de la silice. Alors, quelle est la contrainte? Là, on a dû se creuser un peu plus la tête. Si on suppose une déformation élastique linéaire de la silice, dans ce cas-là, on tombe sur des valeurs qui sont très élevées, qui sont les valeurs de la résistance idéale de la silice, jusqu'à 12 gigapascales. Si, ceci dit, on se dit, mais à ces valeurs-là, on a probablement de l'élasticité non linéaire, et qu'on creuse la littérature et qu'on inclut les faits, en fait, on se rend compte que ça augmente d'un peu la contrainte à laquelle casse la silice. Donc, on reste sur cette conclusion que la silice a atteint non pas seulement la déformation caractéristique de sa contrainte à rupture idéale, mais aussi une contrainte à rupture qui est proche de l'idéalité. Ceci dit, on a remarqué qu'il y avait des traces de déformation élastique qui ne sont pas totalement surprenantes parce que les contraintes prévues au creux de l'entaille taillée dans la particule de silice sont très élevées. Et effectivement, si on charge et décharge l'échantillon, on observe parfois, à cause des contraintes résiduelles, lors de la décharge, s'il n'a pas cassé, la présence d'une fissure qui traduit donc qu'au préalable, il y avait eu déformation plastique. Il y a aussi là un échantillon qui, contrairement à la plupart qui éclate quand il casse, nous a montré une petite déformation plastique là où l'indentateur appuyait sur le haut de la surface de la particule. Donc on a des traces de déformation plastique et on s'est donc creusé sur la question. On a trouvé plusieurs papiers, mais un qui est récent et très rigoureux, d'essais de Kermouche et collaborateurs, ou qui ont proposé une surface de charge au-delà de laquelle on voit une déformation plastique de la silice. On a utilisé cela dans nos simulations, et le résultat est que les déformations prévues sont à peu près les mêmes, voire un peu supérieures, mais comme on s'y attend, avec une limite de charge qui inclut les contraintes déviatoriques, en fait, le fait que l'on ne dépasse pas la limite d'élasticité qui est inhérente au modèle. On a quand même questionné cela parce qu'on n'a vu aucune trace dans nos échantillons de déformation plastique en traction, dans les zones en traction. Ce que je vous ai montré, ce ne sont que des zones en compression. De surcroît, la limite théorique a été atteinte dans les fibres de verre en traction. Et par conséquent, ce qu'on a fait est de changer le modèle de façon à augmenter la limite d'élasticité déviatorique tout en gardant sa forme, de façon à ce que dans nos simulations, on ne voit pas, on n'atteigne pas la limite d'élasticité en traction. Et avec ça, on obtient des simulations qui reproduisent aussi bien à peu près que la simulation parfaitement élastique ou l'autre modèle, les courbes charge et déformation, les déviations étant les plus grandes quand les particules sont les plus petites. Là, ce sont les incertitudes expérimentales qui rentrent en ligne de compte. Et conclure que avec ce modèle-là, donc inclusion de la déformation plastique en compression, mais pas en traction, on reste sur notre conclusion, à savoir que la limite que la contrainte à rupture atteinte lors de ces essais est de la valeur des limites des contraintes idéales de rupture de la silice. Ce qui mène à conclure, donc, on peut produire
on parle d'oxydation quand même, des particules d'oxyde de composition variable dans des petits échantillons de fer qui donc simulent ce qui est produit lors de l'élaboration de l'acier, que l'on peut tester ces particules pour en extraire les duretés et modules relatifs avec des méthodes de nano-indentation corrigées avec une méthodologie présentée ici, et aussi découverte, enfin, à notre avis assez surprenante et intéressante, à savoir que la silice, dans les inclusions produites dans le fer, peuvent être aussi résistantes que les fibres testées sous atmosphère inerte. En fait, donc, peuvent exhiber la résistance mécanique en traction idéale de la silice. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'il est 3 heures et qu'on est donc revenu à peu près à l'heure. Merci Andreas et d'avoir également rattrapé le temps. Rattrapé, je ne sais pas, mais terminé à temps. Terminé à temps, oui. Ok, on a déjà des questions réelles dans le chat. Oui, je te laisse prendre la main. D'accord. Alors, n'hésitez pas, hein, j'insiste pour poser des questions. Vous pouvez aussi utiliser l'outil pour lever la main et qu'on vous donne la parole avec plaisir. Donc, il y a une question. Alors, la première question, je crois que c'était en anglais dans le chat. Donc, de Sander Luxey, je ne sais pas si je prononce bien, pardon, qui posait des questions à Marc sur les effets de taille. Est-ce que tu as pu regarder ou tu veux que je te relise la question, Marc? Non, je l'ai lu. Je l'ai lu. Okay. Donc ça parle de dislocation starvation. On y a droit à chaque fois. Je pense, je vais dire les choses telles que je les pense. Je pense que cette théorie est fausse. On n'a jamais observé de dislocation starvation. Donc dislocation starvation, l'idée c'est ça. Vous avez un matériau dans lequel vous avez une certaine microstructure, vous appuyez dessus, toutes les dislocations partent et vous vous retrouvez avec un matériau qui est comme un whisker, donc un matériau qui est parfait. Et donc vous avez une contrainte qui est nécessaire pour déformer ce matériau qui est beaucoup plus importante qu'au début. Alors ça, c'était effectivement une théorie qui a été pondue par Nix et Greer et Julia Greer début des années 2000 et qui est soutenue par un papier de Ziwei Chan et Andrew Minor dans Nature Materials, je crois, où effectivement ils appuient sur un pilier de nickel dans le mètre et ils rappuient dessus après et ils ont une contrainte qui est légèrement supérieure. Si vous regardez le papier, d'abord la contrainte elle n'est pas beaucoup supérieure, alors que si vous partez d'une microstructure où vous avez des dislocations et ensuite vous la comparez avec une structure où vous n'avez plus de dislocation, normalement vous passez d'un mécanisme de multiplication à un mécanisme de nucléation, et donc vous multipliez la contrainte par un certain nombre de fois, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, c'est assez facile de ne pas voir les dislocations dans le mètre. Donc à mon avis, s'ils avaient bien fait les manips, on aurait vu les dislocations dans le mètre. Et dans tous les exemples que nous, on a regardés, où effectivement, on avait quelques dislocations, donc on l'a fait en traction. Donc, il y avait des zones où on avait genre 4 ou 5 dislocations. Après l'essai, on peut retrouver les quelques dislocations qu'on avait et une qui s'est complètement multipliée. Donc, on n'a jamais dans la gamme dont on parle ici, qui est de l'ordre de, on va dire, de 2 microns à 100 nanomètres de diamètre pour des piliers ou pour des fibres, on n'a jamais observé ce phénomène de dislocation starvation. Ce qu'on a pu montrer dans un papier qui est bien mieux, mais bon, évidemment, c'était dans Actamat, donc c'était moins bien que Nature Materials. Enfin, on a aussi un papier dans Nature Materials où on montre que la contrainte de ces petits objets est sans doute due aux sources de dislocation, donc aux sources spirales ou aux sources spirales de dislocation. Et en fonction de la distance de ces sources à la surface, vous avez une contrainte qui est de plus en plus forte, puisqu'en fait, vous dépassez un col qui est d'autant plus grand qu'on est proche de la surface. Et donc, statistiquement, quand vous réduisez la taille de votre objet, votre contrainte augmente. Quand vous arrivez dans un whisker, donc un truc où il n'y a plus de dislocation, donc on peut dire complètement starve, normalement, vous avez une contrainte qui est plusieurs gigapascales. Donc Andreas a parlé de contraintes théoriques. Dans un whisker, on doit avoir la contrainte théorique ou pas loin
de votre matériel. Vous n'avez pas de plasticité, vous cassez. Donc voilà, ça c'est ma réponse sur à Sandor, là, sur le dislocation starvation. Ok, merci. Réponse très claire et documentée. Alors, on a une autre question. Alors, attends, une question qui était plutôt dans le chat. Donc, toujours pour toi, Marc, je vais prendre dans l'ordre, comme ça, c'est plus simple. Une question de Florence Roubaud qui te questionne sur comment tu fais pour faire tes piliers sans avoir de redépôt dû à l'usinage au fibre gallium. Alors, j'ai vu que ça c'est un usage en fibre xénon. Donc en fibre xénon, on a quand même un faisceau et un débit qui est beaucoup plus important qu'en fibre gallium. Donc je pense qu'on a plus de redéposition qu'en gallium. Mais typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, c'est à peu près standard, c'est-à-dire qu'on fait une préforme et ensuite on fait les derniers polissages. Donc on va enlever ce qui est la redéposition par les faisceaux les plus fins. Donc on enlève les derniers, on va dire les derniers 10 ou 50 ou 100 nanomètres avec les faisceaux de finition, et ça permet d'enlever la redéposition. Par contre, quand on a de la redéposition, par exemple sur la surface d'indentation, ça c'est un peu plus compliqué. Donc je n'ai pas forcément de solution pour ça. Mais c'est vrai que sur les faisceaux xénon, c'est des débits et des fluences qui sont beaucoup plus importantes que sur les faisceaux gallium, donc sans doute le redépôt est un problème encore plus important. Mais normalement, c'est comme sur les lamettes, c'est-à-dire que sur les lamettes, on a des plus gros faisceaux au début, où on a de la redéposition dans tous les sens, et ensuite, on va enlever cette redéposition et affiner la forme qu'on veut donner à l'échantillon par des faisceaux plus fins, et à ce moment-là, on a moins de redéposition. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Alors, moi, je vais me permettre de te poser une question, Marc, et puis après, on va passer à des questions pour Andreas, et puis on mixera plus tard. Dans ce que tu as montré, donc, moi, je ne connais rien au micropilier, donc excuse-moi de la naïveté de la question. Tu as montré un effet très fort. Alors, je sais plus comment tu as dit, mais en gros, un effet statistique très fort d'un micropilier à l'autre sur les modules. Et donc, ma question est très naïve. Tu as évoqué la souplesse du substrat. Donc, ça, je le conçois bien. J'ai pas du tout compris si tu tenais compte de l'orientation du grain que tu appuyais sur lequel tu appuyais dans ton analyse. Est-ce que tu remontes à ça? Non, on ne peut pas remonter à ça parce que ça, c'est trop fin par rapport aux autres erreurs qu'on a. L'erreur sur la compliance, donc il y a la compliance de la machine qu'on peut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a un système en série, donc on peut prendre en compte la compliance de la machine, mais même quand on prend cette compliance en compte, l'effet en fait de la désorientation du pilier sur la surface, il est tel que on est pratiquement incapable de mesurer un module proprement, un module Young proprement sur ces piliers. D'accord. Ce que tu dis, c'est que c'est purement géométrique, c'est ça que je comprends, entre le pilier et l'indenteur. L'effet le plus gros, c'est celui-là. D'accord. Et donc, effectivement, là, il faudra avoir une métrologie extrêmement fine pour pouvoir le resimuler. Oui, ou alors faire des milliers d'essais et faire comme Andreas, retomber sur une valeur statistiquement valable. Mais bon, voilà, ça c'est une des choses qu'on ne peut pas mesurer avec l'essai du pilier, c'est la raideur du pilier. D'accord. Ok. Alors, du coup, la transition vers Andreas est toute naturelle. Andreas, vous avez évoqué du coup ce fameux coefficient alpha. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, donc on va revenir aux questions. Donc, la question, c'est déjà sur le modèle d'indentation, est-ce que ça peut être efficace sur des inclusions allongées? Alors, les inclusions allongées, c'est une bonne question. C'est un extrême que nous n'avons pas simulé, et on n'a pas fait non plus de simulation pour un cylindre. Ceci dit, si j'avais un échantillon avec des inclusions allongées, ce que je ferais le plus simple, c'est de faire une simulation élément fini du cylindre infini, donc c'est un problème pas trop compliqué, et de prendre l'échantillon orienté de façon à ce qu'on sache que, si c'est possible, que les inclusions sont perpendiculaires à la surface de polissage. Et là, ça devient
déterministe et beaucoup plus simple à simuler. Hein. Il y aura une question, bien sûr, de la taille de l'indentation par rapport à l'épaisseur de la seconde phase, mais je m'y prendrai plutôt comme ça qu'en moyennant. Donc voilà pour les inclusions longues, où j'imagine qu'on parle de structures eutectiques ou de choses comme ça, ou de fibres. Hein. Mais là, franchement, je chercherai à obtenir une géométrie connue, à savoir l'axe de ce qui est allongé perpendiculaire à la surface de polissage, et je simulerai la chose. D'accord. Et du coup, Marc, tu voulais poser une question à Andreas? Oui, il y en a d'autres qui ont posé avant moi. Oui, non, mais vas-y. Oui, non, mais la question, c'était sur, je ne sais pas si vous avez vu dans la présentation apparaître des mesures BIMOF et BIMON. Ça, c'est quand même quelque chose qui est en train de monter dans la communauté, en tout cas, c'est que l'effet du faisceau enfin, on a vu à Madrid, je ne sais pas si tu as vu les présentations, André, Oui. il y avait des essais donc sur des piliers ou sur des poutres où l'effet du faisceau est colossal. En verre, hein, en verre, je crois qu'il faut bien... Sur du verre, mais là, ce que tu regardais, c'était de la silice. Donc oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a comparé avec et sans faisceau. Hein. Et donc, quelle est la différence? Comment ça se fait que toi, tu arrives à casser des choses alors que je pense que c'était Sébastien Bruns, je crois, Darmstadt, qui a montré des choses où on n'arrivait même pas à casser les choses en verre tellement c'était ramolli par le faisceau électronique. Alors, d'une part, on n'observe pas de différence dans le signal, donc je pense qu'on peut présumer qu'il n'y a pas de grande différence. Maintenant, il y a quand même une différence, je ne sais pas si elle joue. Hein, parce que le mécanisme, à ma connaissance, n'est pas entièrement connu. Non. C'est que les petites particules sont toutes petites et sont en contact avec un conducteur. Oui, d'accord. Donc, il y a probablement beaucoup moins d'accumulation de charge. C'est une interprétation que je hasarde, mais je cherche à expliquer pourquoi on n'aurait pas de différence. Ouais, Ensuite, donc ça c'est pour l'effet du faisceau. Hein. Tu avais une autre question? Non. Ok. Mais il y a peut-être dans le chat une question un peu complémentaire, Andreas, qui était justement sur le pourquoi avoir fait une attaque fibre pour cette pauvre particule de silice. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement? Alors, merci. C'est une question de fond, effectivement. Je vois aussi une autre question la réponse est tellement rapide que je vais le faire. Est-ce que les particules de silice sont amorphes? Oui. Bien. Maintenant, pour la raison de l'indentation. Alors ça, c'est la difficulté qu'il y a à mesurer une résistance mécanique dans un machin qui est convexe et d'essayer de produire une contrainte de traction là-dedans. Alors, on peut effectivement y arriver si on comprime une sphère entre deux faces planes très dures, mais pas trop dures. Et ça, c'est difficile à faire. Sur une petite particule dont la résistance mécanique est très très élevée. On l'a fait pour des particules plus grosses et moins résistantes, mais une astuce qui n'est pas la mienne, hein, qui était sortie d'un très joli papier émanant d'Autriche, où des chercheurs s'étaient posé la question de savoir comment est-ce que je peux mesurer la résistance mécanique d'une sphère en céramique, en pratique utilisée dans des roulements à billes. Et l'idée qu'ils avaient eue, c'était de prendre la boule en céramique et de tailler une encoche là-dedans, de façon à ce que quand on appuie sur ce qui a été entaillé, on crée là, par flexion, une zone où la contrainte est en traction et élevée. Et on a dupliqué, en fait, dans tout un projet multithèse commencé en 2011, on a dupliqué et transposé à micro-échelle cette méthodologie-là. Et l'idée, comme dit, de bas, elle est brillante, je trouve, elle n'est pas de moi, ni de nous à l'EPFL. C'est encore une fois de prendre une structure qui est convexe et de créer avec le fibre, ou autrement, là c'était avec une scie, hein, puisque c'était des boules macroscopiques, une zone où l'on a une contrainte en traction tout en appuyant. Et voilà pourquoi on entaille. Alors, une question importante, vous noterez bien, et c'est important, que l'entaille a été faite au fibre dans un endroit où on ne mesure pas de propriétés micromécaniques, puisque c'est l'autre côté qui va casser. Non, c'est vrai.
Non, mais voilà, vous avez répondu à ma question qui allait arriver derrière, pollution au gallium, comment on fait ces histoires de rupture? Non, on a soigneusement évité. Donc, ok, On a super. soigneusement évité de caractériser des régions qui soient influencées par le FIB. Encore une fois, alors ça, c'est aussi dans les autres papiers qui avaient précédé, on avait fait pareil. On avait aussi trouvé une méthode pour faire de la flexion 3 points sur des petites plaquettes. Si vous faites une section trapézoïdale, vous évitez les effets qui sont sur le bord. Et du coup, j'ai une question sans doute encore naïve, mais là, dans ce que vous avez montré, le substrat, c'était quoi comme matériau sur lequel vous appuyez la bille? Là, c'est le fer. C'est-à-dire qu'on a dissous une partie du fer. C'est le fer natif, en fait. C'est le fer solidifié dans l'appareil en Ouais. question. Alors, il y a une question sous-jacente qui est importante, qui est que, en fait, ce fer est très résistant. On ne s'y attendait pas, mais c'est un fait. Il est très résistant parce que sa taille de grain est proche du micron. Et donc, coup de bol, il est très résistant. Sinon, la bille s'enfoncerait. Mais enfin, notez bien qu'elle n'est pas si résistante que ça puisqu'on l'a entaillée. Hein. D'accord. Et du coup, vous tenez compte de la plasticité éventuelle du substrat ou parce que oui, parce qu'on a précalibré. Ouais. On a précalibré en menant l'essai avec le même appareil sur des inclusions entières, non entaillées. Ouais. Parce que là, on a tout à part la déflexion qui vient du fait d'avoir entaillé la sphère, y compris, et c'est en fait ça le principal, y compris les déformations hertziennes que l'on obtient entre le diamant et la petite bille en verre. L'acier en dessous est assez résistant, on le simule quand même, hein, mais l'acier en dessous est assez résistant, il est aussi assez rigide, puisque son module est beaucoup plus élevé, et chose qui mérite d'être mentionnée, et que Marc a dû remarquer aussi, c'est que cet appareil de FemtoTool est très rigide. D'accord. Par rapport à pas mal d'autres appareils. C'est vrai que, et pour rejoindre ce que disait Marc tout à l'heure sur la position indenteur-pilier, on imagine combien la condition limite, si j'ose dire, entre la bille et le fer autour est importante dans la simulation effectivement de l'état de contrainte. Une rotation, une éventuelle mauvaise maîtrise de la géométrie pourrait avoir un effet quand même assez majeur, j'imagine, sur la réponse pour la rupture. Ça explique peut-être d'ailleurs la dispersion que vous observez sur les courbes à la fin. C'est une question pour qui? Pour Andreas plutôt. Ouais. Je pensais à la bille. Je pensais plutôt à la bille. Parce que moi, je vois la bille. Alors, on observe forcément une dispersion. On observe forcément une dispersion quand on appuie sur des billes dont la taille est variable, dont le niveau d'enfoncement dans l'acier est variable et dont l'encoche est aussi variable. Et c'est pourquoi chaque essai a été simulé par une simulation basée sur des mesures de la géométrie de chacune des billes testées. Alors je répète, ça paraît fou, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que le temps de prendre l'échantillon, de mettre au mètre, de mesurer, alors bon, le diamètre, la largeur de l'encoche, sa profondeur, de là on déduit bien sûr le rayon, c'est à peu près circulaire, et la profondeur par rapport au diamètre, et puis la hauteur du métal, corrigée ensuite pour éviter les singularités, puis c'est fait. Hein. C'est le même modèle dont les dimensions sont adaptées à chaque fois. C'est moins de travail que de produire les billes, que de produire les sphères, attaquer la matrice, aller aux fibres, les entailler, les marquer, les mener, mener l'essai, interpréter les données. Bien sûr. Ok, alors je crois qu'il y a une dernière question à laquelle on n'a pas répondu dans le chat. N'hésitez pas à poser d'autres. Est-ce que vous avez testé, donc c'est toujours pour Andreas, est-ce que vous avez testé le même protocole sur des inclusions d'alumine ou de CaO? Alors, le protocole de nano-indentation, oui, c'est en cours. D'accord. Le protocole d'essai de résistance mécanique, malheureusement, autant la silice n'est pas attaquée par l'électrolyte, enfin par la solution de dissolution électrolytique du fer, autant on a constaté, et puis il n'est pas garanti par la littérature, que sur certains échantillons que l'interface était mangée, ce qui était assez étrange, et il n'est pas à exclure que les éléments chimiques dans l'électrolyte
attaque des oxydes de calcium, d'alumine, etc. Et donc, on ne s'est pas hasardé à faire les essais en fait, de flexion, hein, qui mènent à des mesures de la résistance mécanique de ces échantillons-là, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait un effet d'attaque, donc soit de lissage, soit de création d'entailles de la part de ce produit chimique. Ok. Et pour la dureté et le module, oui, c'est en cours. C'est en cours, on est en fait en train d'écrire pour soumission le papier. Super. On a épuisé les questions, n'hésitez pas. Hein, on a Alors moi, encore devant nous. Vas-y. C'est Muriel, j'ai une question. Alors je vais commencer par Andreas. Donc les mesures là de résistance à la rupture des petites inclusions de silice montrent que c'est quand même des valeurs très élevées. Est-ce que ça veut dire que du coup dans on va avoir plus facilement du décollement matrice-inclusion? Alors, on est en train de travailler sur la résistance de l'interface. Et pour résumer, à température ambiante, on trouve des interfaces qui sont très résistantes. Hein, on trouve alors c'est pas un essai de poutres de micro-poutres en flexion. On trouve des interfaces dont la résistance est de l'ordre du gigapascal. Et donc non, elle colle bien. Et ce qui, à mon avis, soulève une question. Alors là, on regarde très long terme, mais il ne serait pas absurde de produire un matériau combinant fer et silice, ce qui, pour la petite histoire, se faisait en fait il y a un siècle. Maintenant, si je reviens, alors par contre, ce qu'on a constaté, et là on vient de soumettre le papier, donc à voir quel sera son sort, mais il y a un problème qui est le fait que lorsque le fer refroidit, lors de la transformation de gamma en alpha, localement, il peut y avoir, en très peu d'endroits, mais il peut y avoir décollement de l'interface. Ok, oui, c'était ma question sur les mesures du coup, si vous aviez réussi à mesurer les interfaces fer-silice. Alors, à température ambiante, oui. Oui, à température ambiante. Mais à température élevée, il semble que les valeurs... Maintenant, ceci dit, non, je m'aventure trop loin. Il semble qu'il y a un mécanisme permettant la décohésion locale en certains endroits de cette interface. Parce qu'il ne faut pas présumer du mécanisme par lequel cela a lieu. Il n'est pas garanti que ça soit simplement pop. Oui. D'autant plus qu'on voit des décollements partiels, juste sur certaines zones. D'accord. Après, j'avais une question pour Marc. Je voulais savoir si vous aviez regardé des effets de gradient. Est-ce que je ne sais pas si l'irradiation est homogène dans l'épaisseur affectée. Moi, je sais que, par exemple, en oxydation, on a pas mal de phénomènes de diffusion, donc on peut se retrouver avec des gradients d'éléments et donc éventuellement des gradients de propriétés mécaniques sur des profondeurs qui peuvent aller sur quelques microns. Est-ce que c'est des choses que vous avez regardées et est-ce que tu penses que c'est envisageable d'être sensible à ce type d'effet? Alors, on n'a pas vraiment beaucoup regardé. Je crois que j'avais une slide où on a essayé de regarder le gradient dans l'oxyde et à l'interface fer-oxyde qu'on n'a pas vu. Enfin, on a un gradient de composition, mais je suis pas sûr qu'il soit très très fiable par rapport à la taille de la sonde qu'on a utilisée ou l'inclinaison de la lame. On n'a pas regardé ça. Sur les fractures d'oxyde, par contre, là je rebondis aussi, je ne sais pas si c'est lié à la question, il me semble aussi, c'est qu'on n'a pas de statistiques non plus, mais on a des fissures qui sont soit au milieu de l'oxyde, soit à l'interface oxyde-métal. Et ça, c'est encore aussi quelque chose qu'on n'a pas bien regardé. D'accord. Ouais. Et sur les oxydes, on a juste regardé on a juste essayé de regarder un petit peu si on avait un gradient à l'oxyde interjoint de grains, et on n'a pas non plus vu grand chose, mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de recul et pas assez de données. D'accord, très bien.
Ok. Il y a une question dans le chat. Oui, pour toi, Andrés, ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on a comparé les valeurs de la dureté avec celles de la silice dans la littérature? Oui, il y en a plein. De toute façon, même la silice est utilisée pour calibrer. Oui. Donc, ce qu'on a utilisé est en fait la petite plaque de calibration. Je répète, ce qui est comique, enfin comique à voir, mais c'est que ce matériau qui est utilisé pour calibrer les nano-indentateurs, en fait, on aurait peut-être pu le choisir autrement. Alors, il est amorphe, ce qui est bien, mais il est sensible à l'eau. Il est sensible à l'humidité. Et ça fait qu'en fait, la dureté qu'on mesure est sensible à la profondeur d'indentation et à l'état d'hydratation de la silice. C'est ce que je trouve marrant, que personne, mais moi, j'ai pas vu ça dans la littérature. Mais ensuite, alors la deuxième question, attendez, non, il y en a une qui est venue entre-temps, pardon. Alors, est-ce qu'on a forcément besoin du polissage électrolytique pour cet essai? Pour les bases fer, est-ce qu'un polissage jusqu'à 1 micron suffit? Nous, on a utilisé le polissage électrolytique, non pas tellement parce que ça polit le fer, en fait, vous avez vu, c'est en fait pas terrible ce qu'on obtient comme surface polie dans les conditions que nous avons utilisées, mais pour ne dissoudre que le fer et laisser la silice intacte. Donc c'est surtout parce que la silice n'est pas sensible à l'attaque électrolytique. On aurait pu utiliser une sauce méchante qui mange le fer sans manger la silice, mais le polissage électrolytique nous a paru plus sélectif. Et donc c'est pour ça qu'on a surtout utilisé ça. Ensuite, question suivante. Je voudrais tester avec cette technique sur des particules de poudres oxydées en surface, avec la présence de nanoprécipités. Alors, est-ce qu'il y aurait des... Alors, cette technique, je présume, la technique d'indentation, hein, avec des particules de poudre oxydées en surface, avec la présence de nanoprécipités de silicium et de manganèse, j'imagine, dans les particules en surface. Est-ce qu'il y aura des différences de comportement entre les particules oxydées? Non. Probablement. Je peux pas. Je dirais le seul truc, c'est que si les particules sont créées par oxydation en surface, il est tout à fait possible que leur degré d'enfoncement dans la matrice ne soit pas aléatoire, comme c'est le cas si on prend un matériau relativement homogène et qu'on le polit le long d'un plan de section aléatoire. Ok. Du coup, Muriel, je pense qu'on en reste là. Oui, on va pouvoir On va pouvoir conclure. conclure. Merci beaucoup pour la discussion, c'est passionnant. Je te laisse conclure et puis peut-être rappeler pour l'invitation en journée. Oui, alors je voudrais remercier encore une fois nos orateurs d'aujourd'hui. Je trouvais les exposés très complémentaires en fait et ça nous ouvre nous sur ces techniques un peu micro-méca que moi je trouve on n'applique pas assez sur les couches d'oxyde. Donc c'est pas toujours facile non plus, hein. On va aller usiner des petites particules ou des petits micro-piliers de quelques microns. Mais bon, ça apporte quand même pas mal de choses. Donc merci beaucoup. Et oui, avant de vous quitter, un petit rappel sur les journées que nous organisons à Dijon les 6 et 7 juillet. Donc le programme est maintenant accessible sur notre site web et il est encore possible de s'inscrire. Voilà, merci beaucoup et bien une bonne journée à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci encore aux orateurs, merci à tous d'avoir participé. Au revoir.